La France, d'une certaine manière, a saboté les Comores. Le colonel Azali, un colonel franco-comorien, et lui était totalement soumis aux intérêts français. Tout se fait par service secret. Il y a eu toute une série de micmacs et de mauvaise foi de la part de la France pour détacher Mayotte. On est allé jusqu'à expulser des cargaisons d'enfants non accompagnés d'adultes. Aux Comores, comme dans beaucoup de pays d'Afrique d'un niveau comparable, il y a une économie d'une part internationale, donc plus maîtrisée par les transnationales extérieures ou des sociétés propres à l'océan Indien, mais basées plutôt à La Réunion, donc des sociétés de l'extérieur qui exploitent les ressources. Elles sont assez peu nombreuses, il y a surtout les ressources qui viennent de la mer, les crevettes, etc. Il y a l'économie plus informelle, plus locale. Il y a des déficiences dans le secteur public des 3 îles indépendantes des Comores, comme un peu tous les États qui ont été malmenés politiquement. De la fin des années 60 au milieu des années 70, où les négociations sur l'indépendance des Comores avaient lieu, eh bien, il y avait un projet qui se chuchotait et puis qui a été révélé plus ouvertement bien après, d'établir une base militaire française importante à Mayotte, avec possibilité de construction d'un port en eau profonde, ce qui est important pour venir la marine française, compris des gros équipages. Et ce projet a été abandonné, bien que la France soit arrivée à conserver Mayotte. Comme projet militaire officiel, avoué, il y a eu un projet de compensation, si je peux dire, et qui est de taille, puisqu'il s'agit de l'installation d'une grosse base d'écoute qui fait partie du réseau français un peu planétaire, qu'on a surnommé French Law, dont on a un petit peu parlé à l'époque où il y a eu un scandale dans la presse internationale sur le réseau, américain, Échelon. Cette base d'observation française a été mise en service en 2000. Donc ça, c'est pour ce qui est officiel, émergé des intérêts militaires. Après, il y a des intérêts géostratégiques plus importants et plus officieux, qui sont la présence évidemment de bases mercenaires aux Comores, avec des interactions avec l'armée française à Mayotte. La France voulait garder Mayotte comme une collectivité d'outre-mer classique, avec des frontières françaises autour. Lors de la décolonisation des Comores, la France est arrivée à conserver Mayotte avec des manipulations locales, notamment, et beaucoup de violence. La politique que représente l'archipel comorien pour la France est largement informelle. C'est la présence de mercenaires qui ont permis des interventions un peu partout en Afrique, au Zaïre, ailleurs, au Bénin, et aussi le contournement du boycott, du régime d'apartheid qui s'est fait largement depuis les Comores, y compris des armes, peut-être plus grave que ça même. Donc les Comores ont été la plaque tournante de tout un ensemble de trafics gérés par Bob Denard et ses hommes, et tout un ensemble de services mercenaires accomplis notamment par la garde présidentielle contrôlée par Bob Denard. Donc tout cela était évidemment en total contrôle des services secrets français. D'une certaine manière, la France veut tout de même défendre de façon masquée ses activités mercenaires pour s'assurer qu'elles soient bien canalisées et qu'elles soient perçues par l'opinion quand même comme étant indépendantes. Et pour ça, il y a une articulation qui se fait dans la stratégie avec la présence de l'armée française à Mayotte. Il fallait pouvoir contrôler ça, assurer la présence mercenaire française, ne pas risquer qu'une intervention internationale ou quoi ne déstabilise ce système informel, puisque la France ne pouvait pas le défendre officiellement. La présence de bases militaires françaises à Mayotte permet de brouiller les pistes. Ils ont fait une réunion, comment faire pour séparer les Comores et Mayotte. Donc, il y a eu beaucoup de confusion autour de la consultation des Comoriens sur leur indépendance. D'abord, en 1972-1973, la France confirme que l'indépendance se fera dans la paix et la coopération, et il est hors de question de passer un coup de scalpel au milieu de l'archipel. En 1975, il y a cette consultation pour l'indépendance, et au lieu d'organiser un référendum établissant clairement si les Comoriens décident d'être indépendants ou non, il y a eu toute une série de micmacs et de mauvaise foi de la part de la France pour détacher Mayotte, et notamment pour, lors d'une consultation, faire le décompte des votes île par île, alors qu'en droit international, l'indépendance doit conserver les frontières issues de la colonisation. Cette milice a constitué
des bataillons de soldats, comme ils s'appelaient eux-mêmes, les Sorodas, qui étaient des bastonneurs qui allaient bastonner les partisans, les militants de l'indépendance sur l'île de Mayotte. Et ça n'a pas été pour rien, évidemment, dans le vote des Mahorais contre l'indépendance, un vote à 65%. Mais savaient-ils réellement les enjeux qu'il y avait derrière, les Mahorais qui ont voté? Les Comores décrètent unilatéralement leur indépendance, et sa décision est très vite reconnue par l'ONU, puisque la même année, en novembre, l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît l'État des Comores constitué des 4 îles, dont Mayotte, comme étant un État membre de l'ONU. Et donc la France se met en situation illégale, du point de vue du droit international, dès l'année suivante, en décrétant que Mayotte restait française, avec un référendum illégal condamné par l'ONU. Et donc, chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU va condamner en des termes très fermes la France, son occupation illégale de Mayotte, qui fait partie de l'État indépendant comorien international. Dès l'indépendance des Comores, il y a eu des ingérences françaises avec les coups d'État qui ont commencé quelques semaines après l'indépendance, des chefs d'État renversés tous les 3 ans. Et puis pendant 11 ans, le gouvernement mercenaire de Bob Denard, avec Ahmed Abdallah comme président, qui avait des réels pouvoirs sur des affaires intérieures, mais sur toutes les affaires internationales. En réalité, c'est Bob Denard qui a contraint les Comores, qui a fait que les Comores soient un partenaire du régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Par exemple, l'Afrique du Sud a installé une énorme base d'observation sur les Comores. Il y a peu de pays africains, il n'y en a aucun qui était prêt à accueillir une telle infrastructure sud-africaine. Et le seul Comorien, entre guillemets, présent aux négociations pour cette installation, c'était Bob Denard. Donc ça nous donne une petite idée de l'indépendance et de l'autonomie de ce gouvernement autonome. Donc là, quand on parle de Bob Denard comme conseiller présidentiel, ce n'est pas tout à fait la fonction officielle, on parle des Comores de 1978 à 1989, fin 89, date à laquelle il a assassiné le président Abdallah. Les liens avec la France sont difficilement descriptibles en termes de politique internationale classique. Tout se fait par service secret. Bob Denard est officiellement un électron libre incontrôlable. Et puis on dénie pendant qu'il sévit que la France soit derrière ses coups. Et puis 10, 20 ans, 30 ans après, lorsque les hauts gradés des services secrets français écrivent leur mémoire, ils nous expliquent très clairement que Bob Denard a toujours agi pour le compte de la France. Également, quand Bob Denard s'est retrouvé en procès par 2 fois, à 2 reprises, toutes les plus grosses villes des services secrets français sont mis à l'abri que ce monsieur servait la France. Il est indéniable que Denard était le bras armé de l'Élysée ou d'autres branches de service de la France aux Comores et ailleurs, en Afrique du Sud notamment. Bob Denard a joui d'une impunité totale puisque, évidemment, ayant toujours travaillé pour le compte de la France, si la France ensuite dans ses procès, si les tribunaux français l'avaient condamné, il était certain qu'il risquait de raconter de façon plus franche que dans ses mémoires et dans ses livres d'interview ce qu'il avait fait, et à quels ordres il répondait, à qui il répondait. Donc c'est un chantage implicite qui fait que les hauts gradés des services secrets soient venus porter leur témoignage assez intimidant pour le juge qui n'aurait pas osé contrarier la raison d'État française à ce point-là, sans connaître évidemment toute la nature des pressions qu'ait pu subir la justice à ce niveau-là. Il est difficilement imaginable que la décision de justice ait été totalement indépendante. Il n'y a qu'à lire les comptes rendus de procès, le décalage entre les auditions et les décisions de justice sont totaux. La France, d'une certaine manière, a saboté les Comores, parce que si l'État des Comores était plus puissant, plus lourd sur la scène internationale, il aurait été plus fort pour revendiquer le retour de Mayotte. Et ce sabotage a atteint son comble en 1997, puisqu'il y a eu là des mouvements séparatistes pour que Anjouan et Moélie soient détachés de l'État des Comores, qu'on demandait leur indépendance et même leur rattachement à la France. Et si on regarde par exemple sur Anjouan qui dirigeait les 2 principaux mouvements séparatistes, il y en a un qui était dirigé par Combo, donc le bras droit de Bob Denard, et puis l'autre qui était dirigé par un ex-capitaine de l'armée française. Donc on peut s'étonner que ces mouvements sécessionnistes, donc de délabrement de l'État comorien, soient dirigés par des gens aussi proches des services français.
En pleine crise séparatiste, la question du retour de Mayotte dans le giron comorien n'est plus discutée, puisque rendre Mayotte à quelle île, les îles étaient séparées, chaque île avait décrété son gouvernement quasiment, et par la suite, la question n'a plus été rediscutée parce que il y a eu le coup d'État en 1999 du colonel Azali, un colonel franco-comorien, et lui était totalement soumis aux intérêts français. La France est arrivée à ses fins d'une certaine manière, puisque elle n'est plus condamnée annuellement par l'Assemblée générale de l'ONU. Donc la dernière condamnation de la France pour l'occupation de Mayotte et des affaires françaises, et puis il y en a détection des affaires. Ces condamnations, il y en a eu une vingtaine, se sont arrêtées à l'Assemblée générale de 1990. Séparatiste, donc on voit que cette crise séparatiste n'a pas servi pour rien, n'a pas servi à rien pour les intérêts français. Ce qu'espère le gouvernement français, ça serait évidemment une régularisation de la situation, c'est-à-dire qu'on redéfinisse les frontières de l'État comorien, qu'on dise qu'il ne recouvre que 3 îles, qu'il ne recouvre pas Mayotte. Il y a eu un fort lobbying de la France, notamment avec sa dernière réforme constitutionnelle. Maintenant, l'outre-mer français a été nommé dans la Constitution française île par île, notamment Mayotte. Donc c'est un peu une île, Mayotte, qui est inscrite dans 2 constitutions, la Constitution comorienne et la Constitution française. Puisque Mayotte est comorienne en droit international, les Comoriens circulant entre les 4 îles de l'archipel ne franchissent aucune frontière. Donc il y a eu une tolérance sur le franchissement des frontières de Mayotte par les Comoriens des différentes îles jusqu'à l'année 1995 où le gouvernement Balladur avec Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur ont introduit ce fameux visa qu'il faut aller chercher à Moroni, donc sur l'île la plus éloignée de Mayotte, qu'on a peu de chance, paraît-il, d'obtenir. Et de toute façon, il est irréaliste d'aller faire un voyage à Moroni quand on vient par exemple d'Anjouan pour aller à Mayotte qui est à 80 km. On peut se poser la question du statut de ces clandestins. En droit international, les Comoriens ne franchissent aucune frontière quand ils circulent d'une île à une autre, y compris Mayotte. Donc ce ne sont absolument pas des clandestins. Et donc on peut dire que les gendarmes français, quand ils les expulsent de Mayotte pour les renvoyer vers d'autres îles, ils commettent un déplacement forcé de population. Et parmi ceux-là, ceux qui sont commis depuis juillet 2002, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, sont passibles de cette Cour, puisque définis comme crime contre l'humanité. C'est un article précis, 7.2.d, qui définit le déplacement forcé de population comme un crime contre l'humanité. Le rythme des victimes par noyade ne se relâche pas. Le comité de veille sur l'immigration anjouanais avance un chiffre de plus de 5000 personnes portées disparues en mer depuis l'instauration du visa par le gouvernement d'Édouard Balladur en novembre 1994. La préfecture comme la DAS de Mayotte reste muette sur ces accidents en mer. Avec 7070 reconduites à la frontière en 2005 et 8600 en 2004, les services de police de Mayotte se montrent satisfaits. Un objectif de 12 000 reconduites à la frontière pour l'année. Il y a trop de risques dans la mer. J'ai fait plus de 40 voyages à Mayotte, en Kwassa. Donc je suis vivant maintenant, je vois qu'il faut que je laisse chercher un autre boulot à faire. Il n'y a pas moins de 400 personnes par an qui meurent dans la mer. Le minimum, 400 personnes par an. Le maximum, c'est dans le 1000 et quelques. Ceux qui meurent dans le canal lors de la traversée, ces conditions extrêmement dangereuses sur ces embarcations clandestines sont totalement liées au visa, puisque avant 95, la traversée se faisait sur des moyens de transport plus officiels et donc moins risqués. Et donc c'est plus de 4000 morts que l'on doit au visa Balladur-Pasqua, que l'on surnomme d'ailleurs les morts Balladur, qui sont vraiment la plus grande tragédie liée à la politique française à Mayotte. On est allé jusqu'à expulser des cargaisons d'enfants non accompagnés d'adultes, ce qui est rigoureusement interdit. C'est une grave enfreinte aux droits des personnes commises par les autorités françaises. Ces expulsions d'enfants non accompagnés d'adultes ont été avérées par un témoin visuel qui a été interviewé, y compris par RFO, qui passait à la télé à Mayotte. Donc tout cela a été documenté. Alors ça ne va pas s'arrêter là, puisque à la fin de l'année, on aura 2 radars qui seront en place pour aider à détecter en fait les intrusions sur la frontière nord. Mais que pour l'année prochaine, nous aurons 2 vedettes supplémentaires, que nous aurons des moyens supplémentaires en termes de police, et que récemment nous aurons des moyens aériens, que la Marine nationale va accroître son temps de présence dans la zone. Donc, si vous voulez, on va accroître de toute façon la lutte pour empêcher les gens d'arriver.
comme leur travail est clandestin, l'employeur peut choisir de leur faire un chantage à la dénonciation au moment de les payer. Et donc il arrive tout simplement qu'ils doivent s'enfuir sans demander leur salaire. Un des moyens les plus sûrs, en fait, de lutter contre l'immigration clandestine, c'est en fait de lutter contre le travail clandestin, parce que sans travail, sans possibilité de s'employer sur place, les clandestins ne pourront pas se maintenir d'eux-mêmes sur le territoire. Le dénombrement des clandestins, ça ne fait pas partie du travail des maires. En fait, les maires demandent à leurs habitants de mettre fin à ces vieilles pratiques qui consistent à sous-louer, à héberger, à faire travailler les clandestins. Un signal a été lancé de façon assez forte avec la déclaration en 2005 du ministre de l'Outre-mer François Baroin, qui disait qu'il faudrait dans certaines collectivités d'Outre-mer remettre en question pour la nationalité le droit du sol pour introduire un droit du sang. Ça a fonctionné donc comme un signal et à partir de là, la répression contre les clandestins s'est accentuée d'une façon assez dramatique. Bien comprendre que même si on parle de forte attractivité à Mayotte du système de santé, du système scolaire, etc., il faut bien qu'ils comprennent qu'il n'y a pas en réalité de véritable avenir pour eux à Mayotte. Je pense que leur avenir, il est dans leur île d'origine, en jouant en Grande Comore ou ailleurs. Un acte de naissance ou autre qui soit légalisé. La préfecture de Mayotte a institué de demander un extrait de naissance légalisé par plusieurs administrations. Il s'agit de la mairie du lieu de naissance qui doit tamponner l'extrait de naissance. Ensuite, il s'agit du tribunal et en dernier lieu de l'ambassade de France à Moroni. Tout en sachant que l'ambassade de France a été pendant plusieurs mois, voire plusieurs années fermée pour cette légalisation. Nous, on ne peut pas délivrer de carte de séjour à des gens sans qu'on ait pu fixer leur identité. La France, d'une certaine manière, a saboté les Comores. Il y a eu toute une série de micmacs et de mauvaise foi de la part de colonel Azali, un colonel franco-comorien, et lui était totalement soumis aux intérêts français. Donc tout cela était évidemment en total contrôle des services secrets français. D'une certaine manière, la France veut tout de même défendre de façon masquée ses activités mercenaires. On est allé jusqu'à expulser des cargaisons d'enfants non accompagnés d'adultes. Chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU va condamner en des termes très fermes la France, son occupation illégale de Mayotte, qui fait partie